Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler du Moyen-Orient parce qu'on a vu passer sur notre fil énormément d'actualités concernant cette région qui changent totalement ce que nous on pensait de ce qui se passait là-bas et je pense qu'il y a beaucoup d'informations dont on va vous parler qui vont vous surprendre. Et c'est typiquement ce genre de vidéos qui vont pouvoir être beaucoup plus présents sur la chaîne si on arrive à boucler notre financement participatif. Alors l'objectif au départ c'était 200 000 € parce que c'était ce qu'on pouvait imaginer dépenser avec tous les projets qu'on avait en tête. Là on voit bien qu'avec l'inflation, avec l'été, avec la fin du mouvement social, c'est compliqué. Donc, on a remis sur notre palier des 120 000 € qui vont nous permettre de continuer pendant encore un an. Il nous reste donc 20 jours pour atteindre ce palier des 120 000 €. Donc, on compte sur vos dons et surtout sur vos partages à tous les réseaux militants qui ont trouvé une fois un jour utile le canard réfractaire parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces financements-là pour garantir notre indépendance. Et ceux qui suivent un petit peu l'actualité de YouTube, de gauche, de machin, vous savez très bien que l'indépendance financière, notamment, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Déjà, il faut parler des États-Unis. Faut toujours parler des États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, les États-Unis, vous savez que à partir de 2008, sous Obama, ils ont commencé l'exploitation massive de pétrole et de gaz de schiste, ce qui ont fait que ce pays-là est devenu indépendant en termes de pétrole. C'est-à-dire qu'ils produisaient plus de pétrole qu'ils en consommaient. Ils ont donc renforcé leur alliance avec le Canada, qui leur envoyait du pétrole brut pour leur industrie, et ils exportent après en Europe, qui sont devenus totalement dépendants d'eux concernant le pétrole, mais aussi concernant le gaz. Alors, à l'origine, ce pays il a été un peu créé parce que ça permettait à la Grande-Bretagne d'avoir des importations de pétrole garanties pour pas trop cher, tu vois, et que l'exploitation elle était facile là-bas. Et une fois que la Grande-Bretagne s'est un peu pété la gueule en tant qu'empire mondial, et ben c'est les États-Unis qui ont pris leur place. Et donc après 1945, parce que les États-Unis étaient la première industrie et la première armée du monde, ils ont signé des accords qui faisaient que, de fait, l'Arabie Saoudite était sous protectorat états-unien, ce qui faisait que même si les dirigeants faisaient de la merde, et ben ils étaient quoi qu'il arrive soutenus par les États-Unis. Parce que le pétrole que consommaient les États-Unis venait d'Arabie Saoudite. Sauf que vu que les États-Unis, à un moment donné, à partir de 2008, ils n'avaient plus besoin du pétrole d'Arabie Saoudite, ben ils ont arrêté d'importer du pétrole d'Arabie Saoudite, ce qui fait que les États-Unis étaient dans leur coin et l'Arabie Saoudite de l'autre, ce qui fait que l'Arabie Saoudite sont devenus même concurrents des États-Unis, puisqu'ils exportent du pétrole et les États-Unis en exportent aussi, tu vois. Donc de protectorat, ils sont passés à concurrents. Donc il a fallu que l'Arabie Saoudite, en quelques temps, réajuste l'ensemble de ses cartes pour réussir à devenir véritablement indépendant des États-Unis, donc à trouver d'autres pays pour exporter son pétrole. L'un des outils de son indépendance, c'est la diversification, c'est-à-dire faire en sorte que le pays ne soit pas juste un exportateur de pétrole pour un autre pays, mais qu'il puisse développer une industrie qui lui permet donc de aller sur d'autres marchés à l'étranger et développer son marché intérieur pour essayer de générer du profit, pour essayer de générer des grandes entreprises nationales, qui fait que même si tu as un peu moins d'exportation de pétrole, et ben c'est compensé par des industries du bâtiment, des industries de je sais pas trop quoi. Ce qui fait que même si tu as une baisse un petit peu des exportations de pétrole, c'est compensé par ces autres industries-là. Et de quelles industries on parle? On parle par exemple de celles du bâtiment. Donc au niveau intérieur du pays, tu as déjà des immenses projets immobiliers de tarés qui sont mis en place. En gros, ils disent à toutes les entreprises du monde, venez sur notre territoire, faites un petit peu de transfert de techno, machin, et nous, on vous file des milliards et des milliards issus du pétrole. Parce que c'est le seul moyen, en fait, qu'ils ont de pouvoir développer leur industrie nationale, c'est de faire des coopérations avec des entreprises étrangères, pour faire en sorte que l'appât du gain de ces entreprises étrangères les fasse céder sur des transferts technologiques pour que, après, les entreprises d'Arabie Saoudite puissent faire la même chose dans d'autres pays. Et du coup, de cette façon, développer un marché extérieur. L'Arabie Saoudite fait en sorte de réhabiliter la Syrie, notamment dans la Ligue arabe, ce qui est un événement totalement historique. Pourquoi? Pour signer derrière avec eux des accords de reconstruction, pour faire en sorte que ce soit des entreprises d'Arabie Saoudite qui reconstruisent la Syrie. Et c'est là où on voit que les États et la diplomatie, ça sert pas mal quand même à faire en sorte que des demandes rencontrent des offres, que des entreprises saoudiennes qui veulent se développer rencontrent la Syrie qui a besoin de reconstruire tout ce putain de pays, quoi. Pour vous dire à quel point c'est les trucs économiques qui dirigent ce genre de choses, c'est que tu as la Chine qui a fait en sorte de faire un grand traité de paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Alors qu'il y a même pas un an, tu as l'Arabie Saoudite qui signait des contrats de guerre contre l'Iran, tu sais. On parlait à cette époque-là d'OTAN moyen-oriental, pour vous dire, avec l'Arabie Saoudite qui était dedans. Mais non, maintenant, tout ça c'est oublié. Voilà, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, tout ça c'est oublié. Aujourd'hui, il faut que l'Arabie Saoudite développe ses marchés, donc ils font des accords avec l'Iran pour pouvoir développer leur marché. Et l'Iran, eux, ils acceptent parce que forcément, ils sont sous blocus états-unien, ils sont en train de crever avec l'inflation, ils sont en train de crever avec le manque d'exportation, ils sont en train de crever avec les révoltes. Enfin, en tout cas, l'État iranien est contesté par le peuple légitime iranien, tu vois. Et donc, en gros, il fallait qu'ils
qu'ils trouvent des portes de sortie pour essayer de se stabiliser, tu vois. Et donc là, l'Arabie Saoudite leur propose cette offre-là, ils acceptent. Et pourquoi est-ce que c'est la Chine qui fait ça? Tout simplement parce que tu as des accords commerciaux colossal entre tous ces pays. On reviendra sur la Chine et l'Iran, mais l'Arabie Saoudite exporte massivement du pétrole en Chine. Quand tu as l'Arabie Saoudite, par exemple, qui achète aussi de la marchandise chinoise, notamment des armes. Et l'industrie de l'armement en Chine est très très développée et se développe de plus en plus. Et ils ont besoin d'exporter massivement ces armes-là pour continuer à développer ce marché-là. Surtout avec la guerre avec les États-Unis qui force à accélérer. Et tu as beaucoup de personnes qui faisaient des liens en mode oui, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Brésil, tout ça, c'est le nouveau bloc qui est contre les États-Unis. Sauf que non. Chacun, dans sa situation, trouve des opportunités pour essayer de gagner du truc, tu vois, pour essayer de gagner des marchés, pour essayer de gagner de la puissance, pour essayer de gagner de l'influence. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des alliances de fait qui se font qui sont homogènes. Prenons le cas, encore une fois, de l'Arabie Saoudite. Il y a cette photo qui circule, qui est réelle. C'est MBS, qui est le dirigeant de fait de l'État saoudien, qui serre la main à Zelensky. C'est-à-dire que tu as l'Arabie Saoudite qui est censée être indépendante des États-Unis, qui serre la main au pays qui est de fait le plus dépendant des États-Unis en ce moment, c'est-à-dire l'Ukraine avec les importations d'armes et compagnie. Comment ça se fait que, bonsoir, c'est possible si l'Arabie Saoudite est censée être en guerre contre les États-Unis, qui se retrouve à faire des alliances avec l'Ukraine? Et bien tout simplement pourquoi? Parce qu'en gros, l'Arabie Saoudite est dans un contentieux commercial assez fort avec la Russie. Donc en gros, tu as l'Arabie Saoudite qui a poussé avec la Russie pour augmenter le prix du pétrole au-delà de ce que les États-Unis voulaient. Parce que les États-Unis, ils ont besoin d'un prix du pétrole assez haut pour rentabiliser le pétrole de schiste, mais assez bas pour faire en sorte que l'inflation baisse, parce que tu as énormément d'industries qui sont dépendantes là-bas du prix du pétrole sur le marché, et que tu as tout le monde qui est dépendant de la voiture, donc du prix du gasoil qui est mis là-bas. Et donc l'Arabie Saoudite et la Russie, ils ont comploté ensemble et signé des contrats pour faire monter au-delà du prix que voulaient les États-Unis le pétrole, pour assurer, eux, le fait d'avoir beaucoup de pognon d'exportation, vu que c'est des pays qui sont essentiellement pétroliers. Sauf que si vous avez vu la chaîne du canard, vous savez qu'en ce moment, la Russie se fait racketter littéralement par la Chine et l'Inde, qui leur imposent leur prix par rapport au pétrole, ce qui fait que la Russie, pour le même pétrole exporté, gagne beaucoup moins, et donc ils sont obligés de compenser en continuant d'augmenter sa production et son exportation du pétrole, et donc d'aller contre les accords qu'ils avaient signés avec l'Arabie Saoudite. D'où le fait que tu as l'Arabie Saoudite qui fait ce pied de nez à la Russie en disant nous du coup on soutient l'Ukraine, voilà, on serre la main, il n'y a pas de souci les gars. Et l'Arabie Saoudite, en parallèle de tous ces accords commerciaux, ils ont aussi une immense politique culturelle en ce moment que tu as peut-être suivi si tu regardes le foot. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'Arabie Saoudite, on ne sait pas trop comment, c'est devenu un grand pays du foot avec Cristiano Ronaldo qui vient, avec N'Golo Kanté qui vient, avec Benzema qui vient là-bas. Terrible. Mais aussi avec énormément de pognon qui investit dans l'e-sport. Si tu suis un petit peu tout ce qui va être Rocket League, tu sais par exemple que tu as des équipes d'Arabie Saoudite qui sont montées pour essayer de faire monter un petit peu la hype au niveau de l'Arabie Saoudite. Et ce rayonnement-là, comme on dit de manière un peu nulle, tu vois, ça va aussi s'accentuer avec tous les projets immobiliers qui sont en train d'être menés en Arabie Saoudite. Et toute cette politique devient d'autant plus claire lorsqu'on se pose non pas la question de savoir pourquoi est-ce que l'État saoudien fait ça, mais qu'est-ce qui serait passé en réalité si l'État saoudien n'avait pas fait ça, s'ils n'avaient pas développé leur marché à l'étranger, s'ils n'avaient pas investi des milliards et des milliards pour des projets immobiliers pour développer leurs propres industries, s'ils n'avaient pas signé des accords régionaux pour leur assurer des marchés et pour assurer une stabilité dans une région dont ils veulent devenir le centre économique, industriel, financier et culturel. En fait, ils auraient juste perdu leurs clients états-uniens. Donc ils seraient retrouvés dans une situation où ils auraient été obligés d'exporter leur pétrole à la Chine et donc en fait de brader leur pétrole à la Chine puisque c'est la Chine qui aurait dirigé un petit peu le prix comme la Chine est en train de le faire avec la Russie, tu vois. Et donc en fait ils seraient retrouvés avec une pays genre station-service de la Chine, ce qui aurait provoqué une grosse crise économique, une grosse crise politique à l'intérieur du pays, ce qui aurait nuit à la stabilité totale à la fois des intérêts de la bourgeoisie saoudienne et de l'État saoudien. C'est pour ça, c'est avant tout les contraintes économiques qui font les politiques internationales des différents pays. T'as pas que ça, évidemment, t'as pas que ça, parce qu'après t'as plein d'autres dynamiques culturelles et compagnie, mais quand tu regardes d'un point de vue international, c'est essentiellement les contraintes économiques qui font le gros de la politique internationale. Alors, on va parler maintenant de la Chine. Donc, la Chine, c'est le grand pays impérialiste du moment, c'est-à-dire le pays qui arrive à conquérir le plus de marchés extérieurs en étant basé sur sa propre industrie, sur ses propres entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'ils investissent des milliards et des milliards, notamment en Afrique et en Amérique latine, pour développer les marchés là-bas en construction des usines, pour produire des salaires qui vont arriver dans des mains d'Africains ou de Sud-Américains, qui vont pouvoir acheter des marchandises qui ont été importées directement depuis la Chine. Ce qui fait qu'avant les milliards, la
Chine ne pouvait pas exporter, par exemple, en Afrique. Et après, les milliards investis là-bas, eh ben, ils peuvent exporter en Afrique. Et tout ça, ça nécessite d'avoir des institutions financières fortes, qui est basée sur des banques fortes, pour faire en sorte que quand tu donnes 100 milliards à des pays africains, eh ben, ces pays africains, ils jouent bien le jeu à orienter leur économie sur ce qui est intéressant par rapport à la Chine et qui remboursent leurs dettes ou alors qui scellent leur infrastructure. Et pour ça, il faut des institutions internationales et c'est ce qu'a fait la Chine ces précédentes années. Et là, ce qu'on vient de décrire, c'est le développement impérialiste de base. C'est ce qu'a fait les États-Unis avec l'Europe, par exemple, avec son plan Marshall et avec le FMI qui lui permettait à la fois de prêter et à la fois de s'assurer que ces marchandises soient écoulées tout en s'implantant dans les pays. C'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, en Amérique latine, des tas d'accords commerciaux qui sont encore en train de se faire là ces dernières semaines entre énormément de pays pour renforcer les liens entre la Chine et l'Amérique latine et renforcer aussi les liens entre l'industrie en Amérique latine et la finance chinoise. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite, il y a aussi des liens qui se font avec le pétrole, les armes, les accords diplomatiques, mais aussi avec l'Iran. L'Iran qui a cette particularité d'être totalement sous-investi parce que les investissements là-bas étaient devenus de fait un peu illégal, impossible en tout cas avec les sanctions, avec le chantage états-unien du blocus. Et donc ils se sont retrouvés avec des industries pétrolières très vieillissantes, mais avec un potentiel énergétique énorme qui n'a jamais été exploité. Et donc la Chine, ils arrivent là-bas en disant bon, bah, de toute façon, il y a la guerre avec les États-Unis qui se profile, et nous, on est suffisamment indépendants pour pouvoir faire notre petit jeu, donc on vous file 400 milliards. Voilà. Donc en gros, le budget qui est alloué aux États-Unis pour leur propre réindustrialisation est alloué en Iran par la Chine pour que l'Iran puisse se réindustrialiser et développer son marché intérieur pour que la Chine puisse exporter ses merdes en Iran et que l'Iran, eux, puisse développer des infrastructures pour exporter notamment de l'énergie à la Chine. L'Iran a été du coup cueilli littéralement par la Chine, parce qu'on a parlé des révoltes en Iran, on a parlé aussi du fait que le blocus, mais il y a aussi les sécheresses qui fait qu'en fait l'Iran était dans une merde noire et que du coup ils sont obligés d'accepter n'importe quel contrat, n'importe quel accord, qui fait que là aussi tu as des accords de domination extrême qui se font et que c'est pas un partenariat entre l'Iran et la Chine, c'est un accord de soumission qui se fait entre l'Iran et la Chine et l'Iran qui est obligé d'accepter ça, enfin en tout cas l'État iranien qui est obligé d'accepter ça. Comme je vous l'ai dit un petit peu, c'est très important d'avoir une finance développée quand on veut se développer à l'international, parce que c'est en faisant des liens de dépendance forts entre les banques chinoises et les entreprises, par exemple d'Amérique latine, qui s'assurent du développement de l'économie d'Amérique latine en fonction des intérêts de la Chine. Et tu as beaucoup de personnes sur Internet qui, je trouve, donnent trop d'importance à des informations. Genre par exemple, l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas vendre son pétrole avec la monnaie états-unienne, mais avec la monnaie chinoise, tu vois. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui disent oui, voilà, c'est la fin du dollar, le pétrodollar, tout ça. C'est un peu, je trouve, à subtiliser ce discours-là. Pourquoi ? Alors évidemment, c'est quelque chose d'important qui ne s'est pas passé avant, tu vois. Mais pourquoi est-ce que ça se passe maintenant ? C'est pas parce que tout d'un coup, la Chine et l'Arabie Saoudite se sont dit tiens, et si on se mettait ensemble pour vendre le pétrole en yuan et pas en dollars, tu vois. C'est en fait, la Chine est beaucoup trop puissante pour subir des sanctions états-uniennes et en plus, les États-Unis sont beaucoup trop dépendants de la Chine pour le faire. Donc la Chine profite pour l'instant de pouvoir s'étendre sur énormément de marchés à l'international et profite du coup que les États-Unis, pour l'instant, ne peuvent pas leur faire la guerre. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent conquérir énormément de marchés tranquilles et qu'ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent éviter la crise de surproduction. Et de leur côté, l'Arabie Saoudite, ils se retrouvent dans une situation où ils sont de fait indépendants des États-Unis parce qu'ils leur envoient plus de pétrole et que du coup, il faut bien qu'ils écoulent leur production quelque part. Et du coup, que ce soit la Chine ou les États-Unis, bon, ils s'en foutent, tu vois. Mais si c'est la Chine, ils vendent à la Chine sous conditions chinoises. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est le fait, par exemple, que tu aies des banques chinoises, du coup, qui s'installent en Arabie Saoudite et que ce soit cette finance-là et pas une finance états-unienne qui organise la production, la consommation, le transport de marchandises entre ces pays-là. Avant, la Chine ne pouvait pas à ce point développer des pays indépendamment des États-Unis. Aujourd'hui, ils le peuvent et c'est pour ça qu'ils imposent leur monnaie. C'est parce qu'ils sont devenus matériellement indépendants des États-Unis. Et au final, tu vois, on se retrouve avec une Chine qui est présentée par certains comme quelque chose, tu vois, de nouveau, tu vois, machin. Au final, ils signent des accords avec des dictateurs en Iran, ils signent des accords avec la pire dictature en Arabie Saoudite, et ils continuent de signer des accords avec la Syrie, avec les trucs, les machins. Donc en fait, c'est un capitalisme qui est différent, mais qui, au final, fait des accords pour les mêmes raisons avec les mêmes personnes. Et c'est là où la Chine est en fait une vraie aussi puissance conservatrice. Sans elle, il y aurait une révolution en Iran. Sans elle, l'Arabie Saoudite n'aurait pas pu se développer à ce point-là, tu vois. Alors ça ne veut pas dire que les États-Unis sont bien, c'est juste dire qu'il faut quitter ce truc manichéisme de la Chine est en train de se lever contre les États-Unis, mais plutôt que tu as plein de nouvelles opportunités qui se font et que la Chine, pour les mêmes raisons que les États-Unis, sont en train d'avancer leur pion, c'est tout. Et vu que c'est la même logique, ça a à peu près les mêmes conséquences. C'est-à-dire,
on essaie de développer avec des dictateurs en place parce que c'est ce qui est le plus pratique et du coup on les soutient. Surtout que ça nous permet d'avoir des accords qui sont vachement valorisants. Et l'une des grandes conséquences de la Chine au Moyen-Orient et de l'Arabie Saoudite qui veut se développer dans son impérialisme régional, c'est que en fait, il n'y a plus beaucoup de place pour les États-Unis. Avant, ils avaient beaucoup d'alliés. Voilà, avec l'OTAN en Moyen-Oriental, comme je vous disais, avec énormément de pays qui étaient avec eux pour le militaire, le renseignement et compagnie. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec quasiment rien. Enfin, ils ont Israël, et c'est tout, ce qui est pas ouf. Et ça, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Il faut le dire, hein. C'est pas juste parce qu'ils ont pas d'amis là-bas, tu vois. C'est qu'en gros, par exemple, l'Iran, c'est un concurrent gazier et pétrolier des États-Unis. Et les États-Unis avaient intérêt à faire un blocus pour que ce pays soit en sous-développement en permanence et créer des crises économiques en permanence. Et ça se passe parce qu'ils arrivent à foutre suffisamment de pression dans plein de pays au Moyen-Orient pour que ce blocus soit effectif. Et ça l'a été pendant très longtemps, sauf qu'aujourd'hui, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite qui signe des accords avec l'Iran, du coup, ce blocus est plus effectif. Donc en gros, ce qui est chiant pour les États-Unis, c'est pas qu'ils n'ont pas de potes au Moyen-Orient, c'est qu'ils ont plus de moyens de pression qui leur permettent de défendre leurs intérêts économiques, politiques, diplomatiques au Moyen-Orient. Donc les sanctions économiques ne suffisent pas. Donc les États-Unis vont passer à des trucs un peu plus militaires pour foutre la pression. C'est là où tu vois que la montée de l'impérialisme en Chine produit une augmentation des tensions militaires parce que ça permet en fait aux États-Unis de régler les conflits avec la Chine, tu vois. Et pour cette guerre-là, il faut des théâtres d'opération, des lieux où ces tensions se matérialisent, tu vois, où concrètement il y a des bombes qui sont envoyées et du coup là c'est la Syrie. Voilà, c'est la Syrie qui prend les frais de ça parce qu'en gros tu as une escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis à ce niveau-là où tu as des bombardements, contre-bombardements, des accusations en permanence qui se font. L'Iran qui a donc une coopération avec la Syrie et les États-Unis qui sont toujours présents officiellement en Syrie pour lutter contre Daesh. Bon voilà, avec des guillemets. Et ça c'est toujours un petit peu les mêmes logiques qu'on retrouve un petit peu partout, tu vois, c'est de faire monter l'escalade militaire au maximum, pour faire monter les tensions au maximum, pour justifier à un moment ou à un autre des interventions directes sur le terrain, pour essayer de contrer l'influence de tel pays, tu vois. Et ça avait déjà été mis en place l'année dernière, il y avait aussi un truc comme ça avec une attaque de drone, avec des Iraniens et des États-Unis qui étaient morts, qui s'envoient des accusations en permanence, donc ça date pas d'hier ce truc-là. Et avec ça, tu as aussi toute une propagande médiatique qui est organisée avec des documents qui relèveraient que tu as l'Iran qui s'apprête à attaquer une base états-unienne avec l'aide de la Russie et de la Syrie. Donc oui, quand tu fais un blocus contre l'Iran, évidemment, du coup, ils font avec la Russie qui subit aussi une forme d'embargo. Donc c'est un peu logique que ça se fasse comme ça. Mais surtout, le document, en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou pas parce que c'est balancé par Washington Post et que Washington Post, évidemment, on ne fait pas confiance à ces trucs-là. Et c'est là où c'est important d'avoir Wikileaks qui permet de révéler des documents et les authentifier de manière un peu de confiance, tu vois. Là, on se retrouve juste avec des éléments, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Mais en tout cas, ça permet de dire, ah oui, l'Iran devient quand même un danger sur la sécurité des États-Unis, donc ça permet au territoire états-unien de justifier et de se préparer un petit peu à une guerre à venir, surtout qu'aux États-Unis, on sait que avec la guerre du Vietnam et même en Irak, tu avais une contestation assez forte contre cette guerre-là, donc il faut prendre le temps de préparer à la guerre, et ce genre d'outils, ce genre de news-là, dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses, ça permet concrètement en tout cas de préparer à la guerre. Surtout que la base militaire des États-Unis au Moyen-Orient, c'est Israël, et que là, les États-Unis et Israël, ils se mettent d'accord en mode, oui, ok, on peut planifier une attaque contre l'Iran, il n'y a pas de souci. Et quand tu regardes les déclarations de l'ambassadeur états-unien en Israël, tu as des trucs qui sont très 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 belliqueux aussi, quoi. Et c'est pas que des déclarations, parce que tu as aussi l'opération appelée Juniper Oak, quelque chose comme ça, hein, avec l'accent que tu imagines, qui est en gros le plus gros exercice militaire qui a été mis en place conjointement dans l'histoire des États-Unis et d'Israël. L'exercice impliquait une attaque électronique, la suppression des défenses aériennes ennemies, la coordination de frappe et la reconnaissance, qui, selon les experts, sont exactement ce que les États-Unis et Israël auraient besoin pour mener une attaque cinétique réussie contre le programme nucléaire iranien. Évidemment, la réponse de l'Iran là-dessus, c'est nous aussi, on fait des exercices militaires, et ça rappelle quand même une petite histoire. Je sais pas si toi voilà, des exercices militaires qui montent comme ça sur des pays un peu en tension, là, l'Ukraine, Taïwan, c'est incroyable, hein. T'as même les États-Unis qui, du coup, en réponse de l'exercice militaire iranien, ont placé des sous-marins nucléaires à portée de l'Iran. C'est fou, hein. Alors, on n'a pas de preuve que l'Iran est en train de développer la bombe, mais on n'a pas de preuve non plus qu'il n'y a pas de preuve de l'inverse. Tu me suis ? Non, mais en gros, peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils le font pas, quoi. On sait pas trop, tu vois. En vrai, on sait pas trop. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un vrai enjeu derrière ça, parce que si l'Iran arrive à choper la bombe, l'Arabie Saoudite a dit, nous aussi, on veut la bombe. Nous aussi, évidemment, on veut la bombe. On veut être un impérialisme régional, donc on veut avoir un poids militaire, donc on veut avoir la bombe nucléaire. Ce qui fait que tu vois qu'il y a un peu un petit jeu mesquin, des intérêts qu'on soupçonne pas. C'est que
Si l'Iran développe la bombe, ça va permettre à l'Arabie Saoudite de se renforcer. Ce qui fait que du coup, tu as l'Arabie Saoudite qui a un peu intérêt au développement de l'Iran, tout en faisant en sorte que ce soit eux qui ont au maximum le monopole militaire. Donc tu vois que tu as des jeux vraiment à plusieurs bandes de je te sers la main, mais j'essaye avec plusieurs intérêts différents de faire valoir mon truc par rapport au tien et par rapport à tous ceux qui y a autour. Il y a un autre truc aussi assez ouf qui s'est passé, c'est que tu as une guerre qui se met en place là entre Afghanistan et Iran. Et c'est principalement une guerre de l'eau parce que tu as énormément de sécheresse, comme je vous disais, en Iran, mais aussi en Afghanistan, d'accord? Et donc, l'enjeu de l'eau stratégique, elle est immense. Et tu as l'Iran qui accuse l'Afghanistan de bloquer la circulation de rivières, qui ferait que, du coup, tu as encore plus de sécheresse en Iran, mais qui permettrait, du coup, à des agriculteurs en Afghanistan de pouvoir profiter du peu d'eau qu'il y a, tu vois? Ce qui met beaucoup la merde l'Iran. Pourquoi? Parce que, du coup, ça baisse leur production agricole, ça augmente les prix à l'intérieur. Tu as les agriculteurs dans le pays qui avaient déjà fait des manifestations dans le passé. Et donc, l'Iran est obligé d'apporter plus de bouffe de l'extérieur encore, ce qui les rend encore plus dépendants des autres pays, ce qui les oblige à signer des accords commerciaux avec un peu n'importe qui pour essayer de trouver de la bouffe et du pognon, tu vois. Donc ça les met vraiment dans une position très délicate. Et vu que ce conflit-là ne peut pas se résoudre avec des chantages économiques ou des accords économiques, eh ben, ils se retrouvent dans une situation où c'est les pressions militaires. Et donc au niveau de la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, tu as des coups de feu qui sont de plus en plus échangés avec des morts qui sont de plus en plus fréquents. Là, on peut voir qu'il y a des vidéos qui ont été partagées par Christophe Timosky où on voit notamment les Afghans qui utilisent du matos états-unien qu'ils ont laissé après leur départ. Tu sais, ils ont quitté l'Afghanistan avant de s'intéresser à la Chine, à la Russie, là. Donc, c'est rigolo que les talibans, qui étaient d'abord les alliés des États-Unis, puis après les ennemis officiels des États-Unis avec le 11 septembre, redeviennent aujourd'hui les alliés objectifs des États-Unis, puisqu'ils sont en train de lancer un processus de guerre contre l'Iran avec du matos états-unien. Mais pas pour des raisons diplomatiques, géopolitiques ou machin, pour des raisons climatiques, parce qu'il y a le réchauffement qui provoque les sécheresses et qui fait qu'aujourd'hui, le climat devient encore plus que jamais, et ce le sera de plus en plus année après année, devient un acteur géopolitique, diplomatique, économique ultra important. Donc si on doit résumer un petit peu ce truc-là, nous on dirait que cette guerre-là qui est en train de se passer au niveau mondial, qui réorganise toutes les cartes, c'est que tu as deux capitalismes concurrents, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, qui ne peuvent pas faire de fusion ou quoi que ce soit, qui sont vraiment étanches les uns les autres et qui sont donc véritablement concurrents, et qui, puisqu'ils ne peuvent pas se bouffer les uns les autres, eh ben, ils font en sorte de se repartager le monde, avec d'un côté les États-Unis qui essayent de développer son industrie pour être indépendant de la Chine, et la Chine, elle, qui développe son armée et sa finance pour pouvoir continuer soit à résister aux pressions états-uniennes, soit à conquérir de nouveaux marchés en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient pour concurrencer le FMI et imposer son nouvel ordre à elle. La Chine et les États-Unis cherchent donc d'être de plus en plus indépendants dans leur production, dans leurs finances, dans leur armée, ce qui fait qu'à un moment donné, l'un sera suffisamment indépendant de l'autre pour peut-être provoquer une guerre, pour mettre des sanctions et faire en sorte que ces sanctions-là désavantagent celui qui est le plus dépendant. D'où le fait que tu as une course contre la montre sur l'armement, sur le développement de la finance, sur le développement de nouvelles règles internationales et sur le développement de l'industrie qu'on a vu dans notre série Industrie d'ailleurs. Et le fait que tu aies ces deux concurrences-là, en fait, c'est très stimulant parce que ça refait énormément d'alliances, ça refait énormément de nouveaux marchés, ça permet aux investissements d'être beaucoup plus dirigés par l'État et que du coup, ça permet quand même pas mal le développement de la Chine et des États-Unis, hein, que ce soit les États-Unis en Europe ou la Chine dans le reste du monde. Donc c'est pas forcément si néfaste que ça, cette montée en pression en permanence, que ce soit du côté de la Chine ou des États-Unis. Enfin, de l'État chinois et de la bourgeoisie chinoise et de l'État états-unien et de la bourgeoisie états-unienne, parce qu'évidemment, la guerre, pour nous, c'est pas ouf. Voilà. C'est pas ouf. C'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de choses et qu'il faut casser ces logiques impérialistes-là. Bref, amis réfractaires, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris énormément de choses. Et sache qu'elle n'a été possible, encore une fois, que parce que l'année dernière, tu as des milliers de gens qui ont donné au Canard Réfractaire, qui se sont dit, tiens, je vais donner 20 balles, parce que ça va permettre de créer des centaines de vidéos pour des centaines de milliers de personnes. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on veut refaire encore une fois cette année. Donc l'objectif, c'est que dans les 20 jours, on arrive à atteindre les 100, voire les 120 000 euros qui vont nous permettre de nous assurer le fonctionnement actuel pendant encore un an. Et après, on trouvera d'autres moyens de financement pour essayer d'avoir un petit peu plus de personnes, notamment sur les sujets internationaux, pour qu'on puisse vous parler de l'actualité internationale de manière beaucoup plus fréquente et avec des analyses plus approfondies. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Cagnotte, canard, au combat. Pas de vidéo sans tous vos petits euros. Cagnotte, canard, au combat. Pas de vidéo sans tous vos petits euros.